Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Charles, grosse histoire ce matin dans le journal, une garderie qui a dû être fermée. On parle pas de violence physique ici, mais on parle d'une éducatrice qui aurait eu des propos extrêmes de violence verbale, en fait, qui criait après les enfants et des propos difficilement imaginables à des tout-petits. Oui, c'est vraiment une histoire d'horreur que nous rapporte le bureau d'enquête ce matin dans le journal. C'est que la tenancière d'une garderie en milieu familial, ça se passe à Longueuil, qui a dû fermer après avoir été enregistrée alors qu'elle tenait des propos complètement inacceptables aux bambins qu'elle avait sous sa garde. Donc, elle vit dans une maison où est-ce qu'elle a sa garderie dans un quartier résidentiel. Maryse Chevalier, elle insultait, intimidait et elle était violente verbalement avec des enfants de moins de 5 ans. Écoutez, on a des extraits ce matin qu'on va vous faire écouter. Les extraits parlent d'eux-mêmes. On vous laisse entendre un extrait. Moi, 55 ans, j'ai pas besoin d'un ourson en plus, là. Ouais? Fait que, je pense que t'es mieux d'être opéré puis de collaborer à ma scène parce que c'est ridicule. Hein, il demande de s'asseoir. Il gère la table, il gère le mur, il gère les hauts. Ça prend combien de temps de t'asseoir? 3 heures? Allume, là. Moi, si ça chauffe dans ton cerveau, ça chauffe pas dans le mien, là. Hein, tu demandes de s'asseoir. Bon. Il y en a pas mal comme ça. Il y en a pas mal. Marie Chevalier, elle avait aussi son souffre-douleur. C'est ce qu'on découvre dans les extraits aussi, qu'elle surnommait Bouboule. Donc, le garçon qui est là, qui tente de faire un bricolage, qui arrive pas, elle l'insulte, elle le compare à un autre. Bon, là, la dame a été questionnée par le bureau d'enquête. Elle affirme avoir été enregistrée à son insu par son ex-conjoint qu'elle qualifie de fou. Ouais. Donc, c'est son excuse. Parce que là, c'est sûrement la première question que les gens se demandent, comment ça c'est enregistré? Est-ce qu'un parent s'est méfié de quelque chose? Parce que les enfants sont trop petits pour traîner un cellulaire et enregistrer l'éducatrice à 3 ans, là, tu sais. Donc, c'est vraiment toute l'histoire nous vient de l'ex-conjoint. Donc, c'est une séparation, d'une chicane dans une séparation et l'ex-conjoint qui... C'est ça, tu te dis, OK, mais est-ce que l'ex-conjoint a été complice de ça pendant, mettons, 4 ans, 5 ans, 7 ans? Mais là, au moment de la séparation, il veut la détruire, puis là, puis je dirais tant mieux si ça sort. Mais tu sais, c'est juste ça. Tu te dis, OK, est-ce que lui a été complice de ça? Puis quand c'était sa conjointe, puis ça amenait des revenus à la maison, les enfants se faisaient crier après, puis là, c'était correct. Mais là, le jour qu'il veut maximiser les dommages à son ex pour la faire suer, mais là, il révèle aux autorités ce qui se passe dans la maison. Ouais. J'avoue que ça a été un de mes malaises, là. On se pose la question, en fait, est-ce que c'est de la vengeance? Tout à fait. Mais maintenant, les enregistrements semblent... Il n'y a pas de doute, les enregistrements sont réels, puis à partir du moment où c'est porté à l'attention... Complètement. Ben oui, il faut agir, là, ça, c'est clair. Chose certaine, cette histoire-là, ce que ça met en lumière quand même, c'est qu'il y a des constats troublants à faire, et ça avait été mis en lumière, ça avait été pointé l'an dernier par la vérificatrice générale qui réclamait plus d'outils pour mieux surveiller justement ces milieux-là pour s'assurer du bien-être des enfants. Donc, quand même, une histoire qui risque la garderie, de faire... c'est quoi déjà le nom? La licorne? C'est tous des noms assez amusants, là. Oui. Mais c'est la licorne quelque chose, oui. La garderie. Donc, la garderie. Le service en milieu familial là, qui a été fermé. Donc, on n'est pas trop dans les histoires de licorne. Et je dis quand même aux gens... C'est un rappel. Moi, j'ai toujours craint ça un peu, cette espèce de... La jolie licorne. La jolie licorne, voilà. L'espèce de fausse sécurité, le faux sentiment de sécurité, parce que c'est comme s'il y a des gens qui disent, parce que c'est l'État, parce qu'il y a un ministère au-dessus, mais non, le ministère, c'est pas ce qui se passe partout. Je veux dire, dans ce cas-ci, c'est un ex-conjoint, c'est une... peut-être qu'il y en existe d'autres, là, où le couple est pas en chicane, puis il n'y a pas de séparation, puis on sait pas ce qui se passe, donc... Je dis toujours aux parents, mais soyez quand même vigilants et il n'y a pas de... C'est une fausse sécurité, il n'y a pas de garantie parce que c'est l'État qui le gère que le service va être automatiquement bon. Il y a eu cet article de Francis Veil dans la presse la semaine passée sur les garderies à caractère religieux. Et le même journaliste, il va d'une deuxième histoire aujourd'hui, mais sur le fait que c'est pas exactement accidentel ou c'est pas vraiment... Le ministère souhaite ça, ni plus ni moins, ou veut ça, ou oriente ça. Oui, voilà, Francis Veil dans la presse qui revient sur ce guichet unique là, qu'on veut mettre au ministère de la Famille en 2025. Et ce qu'il a appris, c'est que le ministère
suggère lui-même aux garderies de sélectionner les enfants selon leur appartenance religieuse ou leur appartenance ethnique. Et ça vient un peu contredire ce que la ministre de la Famille, Suzanne Roy, avait statué, que l'appartenance religieuse, que l'appartenance ethnique, ça ne serait pas un critère acceptable pour la sélection d'une garderie. Et ce qui a appris aussi Francis Veil dans cet article qui est publié dans la presse ce matin, c'est que 164 CPE et garderies de la région de Montréal, ils priorisent les enfants d'immigrants récents. Donc, c'est une question là, qui soulève... Donc, c'est exactement le contraire de l'intégration. Exactement. Si on veut regrouper des gens qui arrivent tous d'immigration. Exact. C'est étonnant. Et bon, je me demandais, parce que je regardais cette affaire-là, je me disais, pourquoi le ministère fait ça? Est-ce qu'il y a eu, à un certain point, on a oublié tous les critères là, d'intégration, de vivre ensemble, de mixité, pour remplacer ça par des critères de simplicité? C'est-à-dire, bon, mais si on met... tous des enfants juifs ensemble, tous des enfants musulmans ensemble, ben là, quand on vient pour fêter Noël, ben là, à cette garderie-là, on fête pas Noël, pas de décoration, c'est plus simple. On vient préparer leur repas, ben pas de porc, pas de tel menu, pas de thé. Parce qu'on pense que c'est plus simple. C'est-à-dire qu'on en fait une question de simplicité. Je me demandais, est-ce que c'est vraiment ça? J'essayais de comprendre, parce que comment on peut souhaiter ça? Est-ce que c'est une pression des parents qui veulent créer des espèces de garderies qui sont des ghettos, qui veulent pas que leurs enfants soient mélangés? Peut-être pas non plus. Mais je veux dire que je pense que pour bien des Québécois, c'est une prise de conscience. Parce que quand on a vendu, depuis le début des CPE, on a toujours vendu, c'est un lieu d'intégration pour les jeunes issus de l'immigration. Puis là, tu dis, OK, c'est un lieu d'intégration. Ben non. Au contraire, là, c'est un lieu où même le ministère lui-même le pousse à regrouper les jeunes. J'ai hâte, parce que la ministre, elle a dit exactement le contraire la semaine passée. Exact. Exactement le contraire. Alors, j'ai hâte de voir aujourd'hui comment elle va expliquer l'existence de telles directives à l'intérieur de son propre ministère. Tout ça le matin d'un sondage où les Québécois en souhaitent pas de religion à l'école ou dans l'espace public. Oui, et ça, c'est contrairement à François Legault, un sondage léger qui révèle ce matin qu'il y a une forte majorité de Québécois qui s'opposent à financer publiquement les écoles religieuses. Le chiffre clé de ce sondage-là, 62% des répondants, 6 Québécois sur 10, un peu plus de 6 Québécois sur 10, qui pensent que les écoles religieuses ne devraient pas être financées publiquement. Et ça, c'est même chez les électeurs caquistes. Il y a une forte majorité d'entre eux, 56%, qui sont pas d'accord avec la position de leur chef. Mais en fait... moi-même, je comprends pas la position de François Legault parce qu'on n'a jamais défini qu'est-ce qu'une école religieuse. Il y a 3 catégories, là. T'as des écoles religieuses dont l'ensemble du programme est axé sur la religion. T'as des écoles qu'on dit religieuses parce qu'ils ont un programme absolument régulier, mais exemple, le midi, dans les activités parascolaires, ben, plutôt que d'aller jouer au basket, là, tu peux faire une étude religieuse. Puis t'as des écoles qui ont juste un nom religieux, c'est-à-dire que historiquement, ils viennent d'une communauté religieuse, mais en 2024, ils sont gérés par des laïcs, puis aucune religion. C'est le même programme qu'ailleurs. Et dans les débats à l'Assemblée nationale, tout ça s'est mêlé. Là. De quoi on parle exactement? Qu'est-ce qu'on... Alors, on sonde les gens, mais je sais pas, les gens qui répondent au sondage, eux autres, on leur dit école religieuse, qu'est-ce qu'ils voient? Est-ce qu'ils voient des écoles? Voient la différence? Ou est-ce qu'ils fermeraient Saint-Jean-de-Brébeuf parce que ça y a saint dans le nom, là, tu sais? Oui. Est-ce que l'héritage, mon exemple est pas bon, parce que Jean-de-Brébeuf, il n'y a plus le saint, là, mais je veux dire, il y en a plein d'autres écoles, tu sais, Saint-Nom-de-Marie. Donc, est-ce qu'on ferme toutes ces écoles-là en disant, ouais, mais là, comme ils viennent d'une communauté religieuse, puis qu'il y a 30 ans, 40 ans, ils appartenaient à des communautés religieuses. Est-ce qu'on les considère de facto religieuses, même si le programme est plus religieux? Puis là, je te dis, dans les débats à l'Assemblée nationale, tout ça est devenu tout mêlé. Alors, il va falloir, avant de dire ce qu'on veut définancer, il va falloir d'abord s'entendre sur une définition claire et unanime. On a quand même demandé dans le même sondage... est-ce que, justement, l'enseignement de la religion devrait se faire au primaire, au secondaire, et 64% des répondants, quand même, qui étaient contre? Parce que non. Ah non, mais le sondage, les gens veulent pas de religion dans l'espace public, dans tout ce qui est étatique. C'est vraiment un sondage qui démontre que la laïcité de l'État, disons, en gros, là, c'est 3/4 des Québécois. C'est pas 100%, là. T'as des gens qui souhaiteraient la religion à l'école, mais en gros, c'est 3/4, 1/4. Donc, c'est une majorité très, très nette. On a beaucoup parlé de vol de voitures. Et là, on a un autre triste palmarès. Quels sont les modèles de véhicules les plus volés?
Et c'est plus le Honda CR-V qui a la triste tête du palmarès. C'est le RAV4 de Toyota qui le détrône. Remarquez son petit cousin, des autos semblables, même modèle, même catégorie. Pas même modèle, mais même type, même catégorie. C'est son cousin V8. Oui, absolument. Donc, on parle de près de 1500 RAV4 qui ont disparu donc, en 2023. C'est le nouveau palmarès d'équité d'association qui vient d'être publié. Ça veut dire un peu là, de tous les RAV4 qui sont en sol québécois, 1,9% qui ont été volés quand même. Donc 2% de tous les RAV4 ont été volés. OK, ouais. Au deuxième rang, CR-V, comme je le disais. Troisième rang, la Civic, un autre véhicule de Honda avec 609 vols. C'est des véhicules à grand volume. Là, oui. Donc si tu les voles pour la revente, il y a une fiabilité. Pour les pièces, c'est des véhicules à gros volume. Là. Quatrième rang, c'est le véhicule aussi qui est le plus volé au pays, Toyota Highlander. 480 vols au Québec en 2023. Et finalement, cinquième rang, le Jeep Wrangler. Ah oui? Oui. Ah oui. Le Jeep Wrangler dans le top 5. Okay. Ah ben. Et si vous vous demandez pourquoi on dit que le RAV4 est si populaire chez les voleurs, oui. Ben, c'est parce qu'il y aurait une belle valeur de revente et on peut la réparation serait plus simple partout dans le monde. Contrairement sûrement à beaucoup de marques européennes qui intéresseraient moins les voleurs, on dirait que les systèmes de protection anti-vol de ces voitures européennes sont supérieurs. Ça explique un peu là, ce palmarès. Ça m'encourage à garder ma vieille minute, moi, quand j'entends des affaires de même. C'est ça que toi, tu vis pas avec cette nervosité-là, le vol de ton véhicule. Non, pas en tout. Puis quelqu'un qui ouvre une porte dans un stationnement, là, il accroche un peu mon auto, là, ça me fait pas de peine. T'es pas fâché, Oh toi? non, pas de danger. Ça me dérange pas. Hey, ça, là, ça mais enlève fiable? une charge mentale. Elle est fiable. Elle ronronne un peu, là. Mais elle est fiable. Je la fais vérifier régulièrement. Attachante. Elle est attachante. On m'entend arriver de loin. T'es attaché à ton véhicule, c'est ce qui compte, au fond. Racisme, accusation là, contre l'Assemblée nationale du député Arun Boisy. Ben, on pouvait s'y attendre. Ça va revenir dans les travaux parlementaires ce matin. Oui, on pensait du côté de QS avoir mis un couvercle sur la marmite là, pendant le congrès en fin de semaine, mais ça risque de rebondir ce matin à Québec. Les trois autres partis, la CAQ, le PQ et le PLQ, qui ont chacun l'intention de déposer aujourd'hui une motion pour dénoncer les propos du député de Maurice Richard sur le racisme allégué à l'Assemblée nationale. Donc, on rappelle, là, il a affirmé que les élus dépeignent la culture des nouveaux arrivants comme dangereuse, inférieure. Le PQ parle d'un risque pour la confiance des citoyens. Les libéraux, eux, disent que ça nuit à la lutte contre le racisme. On peut écouter Monsef Deradji du PLQ, Pascal Paradis du PQ et Jean-François Roberge de la CAQ. On va utiliser la meilleure procédure pour envoyer un message clair, parce que l'institution du Parlement, l'Assemblée nationale, ce n'est pas une institution raciste. Il ne s'est pas excusé, il n'est pas revenu sur ses propos, et il y avait un test de leadership en fin de semaine. Ça ne s'est pas passé, et après ça, on essaie de nous dire que le débat est clos. Le débat n'est pas clos. C'était triste de voir Québec solidaire s'enfoncer en fin de semaine en disant non, les Québécois sont pas racistes, mais M. Boisy a raison. On attend toujours leur travail d'introspection. Ouais, donc ça va donner lieu. C'est ça, c'est un peu la direction de Québec solidaire, là. Ruba Gazal comme co-porte-parole qui commence son mandat avec cette crise-là. Le pauvre Gabriel Nadeau-Dubois, lui qui devrait être dans ses derniers jours, veut partir en congé parental, en congé de paternité, se retrouve à gérer cette crise-là juste au moment de partir. On va voir ce matin, parce que il y a deux choses qui interpellent les co-porte-parole, les dirigeants de Québec solidaire. La fronde qui vient des autres partis, mais des tensions internes aussi. Il semble qu'il y a des collègues d'Arun Boisy qui n'ont pas digéré, qui n'avaient pas digéré ce qu'il avait dit, qui n'étaient pas à l'aise avec ça, qui s'était comme rallié en fin de semaine à une motion qui finissait par réconcilier les militants, la direction du parti, puis tout ça. Mais là, qu'Arun Boisy, dimanche soir, fasse son message là, sur X, triomphant, en disant là, je me sens réconforté, puis je suis heureux, puis ça a été perçu comme l'arrogance totale, alors qu'il aurait dû rentrer dans le rang. Et là, il semble qu'il y a des collègues d'Arun Boisy qui sont... En fait, essentiellement, on se demande s'ils veulent encore dans le caucus. Donc, c'est des heures de tension pour Québec solidaire. Parlant d'heures, les heures d'ouverture vont être réduites à plusieurs postes frontaliers là, qui étaient ouverts dans certains cas 24 heures sur 24. Là, tu pouvais passer à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. C'est fini, ça. Oui, c'est que 10 postes frontaliers, et c'est si vous planifiez un voyage après les fêtes, ils vont revoir leurs heures, donc des heures réduites seront fermées la nuit.
8 seront plus accessibles 24 heures sur 24, donc ils seront fermés en soirée. C'est l'Agence des services frontaliers qui a annoncé la nouvelle hier. On dit que c'est une décision qui est prise en collaboration avec les États-Unis et l'objectif est de renforcer la sécurité des deux pays. Donc, par exemple, les postes à Fredericksburg, à Airford Road, à Noyon ou à Lacolle, là, on ne parle pas du gros poste de Lacolle. Ouais, c'est ça, c'est important de le dire. Là. Celui sur la 15, celui sur l'autoroute, lui, va rester ouvert 24 heures. Mais si vous passez par les petits postes, la route 221, la route 223, là, ça sera plus ouvert la nuit. Exactement, ça risque d'être de 20h à 8h le lendemain, ça risque d'être fermé. Donc, prudence, si vous voyagez aux États-Unis, il faudra être plus prévoyant dès le mois de janvier. Ouais. J'ai vu leur défense qui se tient quand même. D'abord, un petit peu planifié. 2, tu as toujours d'autres routes. Dans certains cas, je comprends que pour des gens, ça va être un détour. Il faudra peut-être passer par la colle, par l'autoroute. Mais on dit qu'en moyenne, ils passaient durant ces heures-là, la nuit, 2 camions, 2 véhicules à l'heure. Oui. Et là... Mais là, ça revient cher du véhicule. Si tu maintiens un poste ouvert, une couple d'employés, je veux dire, ça revient à calcul-là, là, ça fait quand même dispendieux par personne là, par camion ou par personne qui passe. Oui, complètement. Donc, je pense il y aura à ce niveau-là, au niveau des employés des services frontaliers, peut-être plus une économie à faire. Et je suppose qu'on a le même problème qu'ailleurs. Probablement qu'on manque de main-d'œuvre prêt à faire ces travaux-là la nuit. On l'avait dit hier matin, on attendait la distribution là, de la nouvelle version de Les Boys en théâtre. C'est connu maintenant. Les Boys sur scène, là, on souffle de la nostalgie au Québec. La gueule s'enregistre. On va chauffer la capote avec The Boys Blues Band. C'est la plus grande franchise cinématographique québécoise à avoir une adaptation sur scène. Tu sais, les Boys 1, là, c'était 6 millions de dollars au box-office. Les films 2, 3, 4 aussi, c'était entre 4 et 5 millions de dollars de recettes. Alors, ce qu'on veut faire, c'est reprendre... Donc, c'est le plus gros succès cinématographique à être ramené sur scène. Exactement, de l'histoire. de l'histoire. Donc, ce sera l'été prochain au Théâtre du Vieux-Terrebonne et en 2026, il y aura tourné partout à travers le Québec. Alors, on apprend que Louis Champagne va interpréter Méo. Louis Champagne qui, dans Les Boys 1, interprétait le fameux Doofy, là. Pas Doofy, c'est... je me rappelle plus de son nom, mais il y avait un petit rôle là, de 3 lignes là, dans le Boys 1, puis il s'en fait encore parler aujourd'hui. Okay. C'est fou, là. Il y avait 3 lignes, c'était tout petit. Benoît Drouin, Germain, Tigui, Emmanuel... Donc, le Méo, ça, c'est Pierre Lebeau, là. Exactement. C'est le prêteur d'argent pas gentil tout le temps, là. C'est ça, exactement. Il va falloir qu'il essaie de trouver sa façon, parce qu'on dit, tout le monde me dit la même chose. On n'essaie pas d'imiter l'ancien cast de 97. On veut vraiment faire notre propre réplique, adapter aussi sur scène, parce qu'il y avait 30% des scènes qui étaient du hockey. Là, il va falloir réinventer la chose sur scène. Ce ne sera pas possible de faire du patin. Emmanuel Bilodeau, c'est Stan. David Savard, Gabriel Sabourin, Marie-Pierre Labrec font partie de la distribution. Marie-Lou Morin joue le rôle de Sonia. On dit qu'on veut faire plus de place aux femmes aussi, que ce ne soit pas juste des nunuches, pour reprendre l'expression des gens de la place là-bas, que les femmes ramènent un peu à l'ordre les boys. J'ai parlé avec plusieurs acteurs que vous pourrez entendre ce matin, mais Emmanuel Bilodeau, j'ai demandé est-ce que vous avez une pression, justement, parce qu'on a des images très, très fortes là, des acteurs d'antan. Est-ce que vous avez une pression supplémentaire de les jouer? Lui, entre autres, c'est Rémi Girard qui va interpréter. Je ne vais pas imiter Rémi Girard. Personne ne me demande d'imiter Rémi Girard. C'est ça qui c'est super. Mais je vais être inspiré par lui. Puis j'ai croisé. Puis on s'est parlé un peu du personnage et de l'état d'esprit. Il m'a dit, rappelle-toi juste une affaire, Manu. C'est que nous autres, les boys, on est vraiment fiers. Puis on se pense à la Ligue nationale de hockey. T'sais, on prend ça bien au sérieux, nos games. Fait que c'est ça qui va me rester. C'est vrai que c'est très sérieux leur affaire. Lui, il va perdre sa brasserie, peut-être, puis une compétition. Il y a des gens qui se font mal, ils veulent vraiment gagner. Et plus ils sont convaincus, plus ils sont dans le drame, et plus c'est drôle. C'est ça. Ouais. Louis Champagne, là, j'ai retrouvé, c'est Dougie, le nom. C'est ça. Dougie. Doofy, c'est un autre film. Bref. Oui. Théâtre du Vieux-Terrebonne, c'est donc à compter de juin. C'est ça. Donc, tout l'été prochain, ça voyage pas. Ça s'installe comme ça. Du théâtre d'été à Terrebonne. C'est ça, parce qu'au Théâtre du Vieux-Terrebonne, il y a toujours une pièce. C'était moi et l'autre l'été passé. Puis à chaque année, on nous présente quelque chose. Puis après ça, il y a des dates qui ont été dévoilées pour Québec, Saguenay, Sherbrooke, Gatineau en 2026. Il y aura d'autres dates. Il n'est pas à exclure que ça marche en fou, qu'il y a de la demande, puis de la demande pour en refaire, là. Ça se peut. Ils ont une pression quand même parce qu'on a des attentes. Il y a Marc Saint-Martin qui fait partie de la mise en scène. C'est Guillaume Corbeil qui fait l'adaptation. Ils ont fait une première lecture puis ils m'ont dit on s'est tapé ses cuisses. Puis les répliques qu'on connaît, ils vont être là.
Ça c'est chier, c'est plus que chier. La dureté du mental. Ah, il y en a des lignes issues des boys, une et une autre. Il y a Alexander Ovechkin, là, qui est, l'année passée, on disait, il va rattraper Wayne Gretzky pour le joueur ayant le plus de buts dans la Ligue, mais ça allait lentement quand même l'année passée, mais là, cette année, il est en feu. Oui, là, ça va vite. Le capitaine des Capitals qui a marqué 2 autres buts hier soir contre l'Utah, ce qui porte son total cette saison à 15. Une performance qui... Je pense qu'il est premier scoreur de la Ligue. Oui, il a dépassé Caulfield. Exactement, il est le premier scoreur de la Ligue et ça survient, cette performance, au lendemain d'un tour du chapeau. Ça lui fait 5 buts en 2 matchs, ce qui est quand même bien. Il en manque combien? Il manque 26 buts pour atteindre le record absolu de Wayne Gretzky, qui est de 894. Ouais, et là, à moins qu'il y ait au rythme où c'est reparti. Parce que l'année passée, il y avait un doute. Là. Tu faisais une règle de 3 au rythme où il marquait des buts, puis tu disais, il faudrait qu'il joue encore une coupe de saison, son âge, 40 ans. Mais là, au rythme de cette année, il va le dépasser. En fait, il va le dépasser. C'est comme ça, il va le dépasser d'ici la fin de la saison.